Bonjour à tous et bienvenue sur Un air de RH, le podcast dédié aux dirigeants de PME et aux professionnels des RH. Dans ce nouvel épisode, réalisé par les éditions Tissot et Culture RH, nous allons parler de la cohabitation intergénérationnelle en entreprise. 4 générations cohabitent ensemble aujourd'hui dans le monde du travail. Les baby boomers, la Gen X, les millennials et la Gen Z. Pourtant, l'attention médiatique et les stratégies RH semblent se concentrer sur la nouvelle génération. On parle beaucoup de la Gen Z, de son rapport au travail, de ses exigences et de la manière dont les entreprises s'adaptent à ses attentes. Mais cette mise en lumière ne doit pas entraîner de déséquilibre au sein de l'entreprise. Chaque génération apporte une richesse unique et des attentes spécifiques. Alors pourquoi cet écart et cette hyper-focalisation sur la Gen Z? Comment les entreprises peuvent-elles mieux répondre aux attentes des différentes générations tout en favorisant leur cohabitation et leur collaboration? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Carolina Ringler, Senior HR Auditor chez Top Employers Institute, et Wendy George, Talent Development Director chez Welcome to the Jungle. Bonjour Carolina, bonjour Wendy. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Je vous propose de commencer ce podcast sur la cohabitation intergénérationnelle en essayant de mieux comprendre la génération qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois dans le monde du travail. C'est la génération Z. Alors, cette Gen Z, elle bouscule le monde du travail avec ses attentes fortes entre quête de sens, de flexibilité et de bien-être au travail. Et donc, ces demandes poussent les entreprises à revoir leurs pratiques RH. La question qu'on se pose, c'est pourquoi cette génération Z semble-t-elle prendre toute la place dans les débats alors que les millénials, la Gen X et les baby boomers sont tout aussi présents en entreprise. Alors Wendy, chez Welcome to the Jungle, la moyenne d'âge est plutôt jeune. Vous êtes habituée à travailler avec ces jeunes générations. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette Gen Z est hyper médiatisée? Oui, tout à fait. En effet, on a une moyenne d'âge de 32 ans, hein, chez Welcome to the Jungle. Je suis complètement d'accord avec le fait que cette nouvelle génération est hyper médiatisée. Pour moi, il y a également un effet de mode fort sur le sujet. Je ne sais pas si dans 5 ans, on en parlera tout autant et peut-être qu'on se concentrera sur, la nouvelle génération, la génération alpha. Maintenant, si on parle autant de la génération Z aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que c'est la nouvelle génération qui est arrivée dans le monde de l'emploi. Peut-être la plus énigmatique aussi pour les anciennes générations, parce qu'elle est relativement récente, même si elle occupe une place de plus en plus significative dans le monde de l'emploi. Et donc, vraisemblablement, les entreprises qui recrutent dans ce pool de candidats issus de la génération Z ont besoin de comprendre et de s'adapter à leurs attentes, aux attentes de la Gen Z, tout en s'assurant évidemment que ces candidats sont en accord avec les valeurs de l'entreprise. Euh, mais évidemment, tout est une question d'équilibre à la fin. Chez Welcome, par exemple, on s'attache beaucoup au matching entre nos candidats et nos valeurs d'entreprise, notre culture d'entreprise. Et c'est aussi pour ça que moi, je conseille à toutes les entreprises qui recrutent d'intégrer des questions dans les entretiens en lien avec les valeurs et ce qui définissent les valeurs d'entreprise, parce que ça a deux vertus en réalité. La vertu de donner des indications claires aux candidats sur qui vous êtes en tant qu'entreprise. Et la deuxième vertu, c'est ça vous permet en tant qu'entreprise d'évaluer et de projeter vos candidats dans votre entreprise demain. D'accord, merci pour cette première réponse. La question que je me posais également, est-ce qu'on peut faire un lien en cette hyper médiatisation de la Gen Z et puis aussi cette montée en puissance de la communication digitale, du monde du digital de manière générale? Certainement, pour le coup, on en parlait, la Gen Z, elle est née, dans la fin des années 90 et ça recouvre aussi toutes les générations qui sont liées jusqu'au début des années 2010. Donc vraisemblablement, elle a grandi dans la technologie. C'est la génération qui maîtrise certainement le mieux ces nouvelles technologies et moi j'ai 2 constats là-dessus. Le premier, c'est que c'est une génération qui consomme les médias de façon différente, avec un besoin d'accessibilité à l'information, d'instantanéité et de transparence. Je pense donc que les entreprises, elles doivent s'adapter face à ces besoins. Par exemple, adapter sa stratégie de communication externe pardon, pour capter leur attention. Ça peut être sur les réseaux sociaux, la façon dont on adresse nos candidats aussi sur les réseaux sociaux, la transparence sur les pratiques en interne en matière de développement, de carrière. Le sujet de la rémunération revient très souvent aussi pour ces générations. Et le deuxième constat d'ailleurs, c'est la génération qui adopte le plus rapidement les nouvelles technologies
Et ici, moi, je pense pas mal, à l'essor de l'IA, en fait. C'est un marché qui est hyper porteur, on en parle beaucoup. Donc nécessairement, comme c'est nouveau et qu'on se dit que c'est une génération qui adopte très, très vite toutes les nouvelles technos, bah, ça renforce aussi, nécessairement leur présence dans l'avenir, l'avenir de l'emploi. Un avenir qui intrigue beaucoup aujourd'hui et dont effectivement on se parle beaucoup. Alors vous, Carolina, chez Top Employers Institute, vous auditez, les meilleures pratiques RH dans les grandes entreprises. Est-ce que cette focalisation sur la Gen Z se retrouve elle aussi dans les stratégies RH que vous observez? Oui, effectivement. D'un côté, il y a des points qui ont déjà été mentionnés, comme les faits qu'ils sont en train de faire leur entrée dans les marchés du travail, que c'est une génération qui a grandi avec la technologie, avec Internet. Ils apportent une nouvelle perspective sur le travail, ils redéfinissent aussi certaines attentes en termes des cultures d'entreprise, des flexibilités, d'impact social. Ils ont une approche qui est plus informée, plus engagée sur les enjeux sociétaux, et notamment en matière de RSE, de diversité, d'inclusion. Et ça influence évidemment les entreprises qui doivent s'adapter et ils doivent adapter leurs valeurs aussi à ces différents types d'aspirations. Donc en fait, une arrivée sur le marché du travail qui constitue un tournant pour les entreprises qui doivent repenser leur stratégie en ressources humaines. Alors la Gen Z, ça reste une génération avec moins d'expérience sur le marché du travail. Du coup, qu'est-ce qui les rend, si attractifs aux yeux des entreprises? Alors qu'on entend souvent qu'ils ont pas mal d'exigences. Wendy, est-ce que, vous avez des éléments de réponse? Oui, tout à fait. Bah, je me demande si on a vraiment le choix. De toute façon, les choses, elles évoluent, c'est ainsi et il faut les accueillir aussi positivement. Dans tous les cas, ce sont des collaborateurs que nous allons engager demain. Ils vont être de plus en plus nombreux, sur le marché de l'emploi, donc c'est nécessaire, aussi d'y consacrer du temps. Moi, ce que je vois, c'est quand même que le rapport de force employeur, candidat, il s'est inversé depuis des années maintenant, hein. Le rapport à l'emploi est complètement différent. Ça a été un des fers de lance de Welcome to the Jungle, d'offrir une solution de communication beaucoup plus transparente à l'égard des candidats qui sont en recherche d'emploi, en leur proposant aussi du contenu qui les intéresse. Et le contenu qui intéresse la Gen Z sur les entreprises, ça va être des contenus portés autour de l'innovation, de l'impact social. On parle pas mal de RSE, Carolina en parlait aussi. Et moi, je pense que cette génération Z, elle s'appuie aussi sur ces thématiques sans complexe. Et d'ailleurs, il y a peut-être aussi, on le voit dans la pratique, en entretien, il y a moins de retenue, il y a moins de complexe à aborder et à exprimer leurs attentes, que ce soit les sujets autour de la flexibilité, de la santé mentale, le sujet du télétravail revient souvent aussi. Et la rémunération, j'en parlais tout à l'heure, hein, il y a une recherche de transparence sur le sujet. Alors, en effet, selon une étude de BCG, 60 des DRH estiment que la Gen Z a révolutionné, les modes de travail en entreprise. Alors, vous avez commencé à y répondre en disant qu'ils ont moins de complexes, qu'ils ont une adaptation peut-être plus rapide ou plus facile aux nouvelles technologies. Quelles sont les particularités de la Gen Z, au travail et en quoi, leurs pratiques et leur mode de travail impactent les entreprises? Ouais, je pense qu'il y a, alors il y a évidemment la Gen Z et leur influence sur nos modes de travail. Je pense qu'on a vécu quelque chose d'assez, unique, ces dernières années avec, le covid qui a nécessairement impacté, nos modes de travail. En tout cas, ce qu'on voit et empiriquement aussi, c'est que ces jeunes talents, ils recherchent, plusieurs choses. Ils recherchent de la sécurité physique et psychologique par ailleurs, peut-être par opposition même, à la recherche de sécurité économique, hein, qu'on lisait peut-être plus sur les générations précédentes. Ils recherchent des valeurs sociales fortes, j'en parlais, tout à l'heure, de la diversité, de l'égalité salariale, de la transparence, mais aussi des opportunités de développement, d'apprentissage et de reconnaissance. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois aussi. Et qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises derrière? Bah, c'est, comment tu réfléchis aux conditions de travail que tu offres, à ces, futurs collaborateurs. Il y a la question du télétravail qui revient souvent. Évidemment, le covid a eu un impact non négligeable, hein, là-dessus, même si, certaines entreprises avaient déjà lancé, l'initiative avant. D'ailleurs, c'était le cas de Welcome, dès 2019. Après moi, je pense que sur le télétravail, c'est une pratique qui persiste aussi parce que, c'est devenu une forme de normalité pour la Gen Z et ils ont des fortes attentes sur le sujet de flexibilité, dans leur temps de travail finalement.
Et autre aspect aussi au-delà du télétravail, j'ai pris cet angle, mais on peut aussi parler du développement, de la reconnaissance, en entreprise. Je pense que c'est aussi comment, en tant qu'entreprise, tu donnes de la visibilité sur, les parcours de carrière possibles, sur les évolutions que tu envisages pour tes collaborateurs, sur les opportunités d'apprentissage. Ça, la Gen Z en est assez friande et souvent le demande d'ailleurs, en fait la demande en phase d'entretien. Alors, selon une étude LinkedIn, 78% des entreprises déclarent adapter leur marque employeur pour, séduire la Gen Z. Carolina a commencé à parler de la marque employeur. Vous-même aussi, Wendy, en parlant notamment des valeurs de l'entreprise à bien faire ressortir, par exemple, dans les offres d'emploi. Est-ce que, heu, justement, cette attention, tournée autour de la Gen Z un peu, partout, dans le recrutement vous paraît, justifiée? Bah, je dirais que c'est justifié dès que ça fait partie de la stratégie de marque employeur, j'en reviens à ça effectivement. Soit de la stratégie de marque employeur ou soit de la rétention de ses collaborateurs. En fait, tu le disais un peu plus tôt, il y a 4 générations qui cohabitent aujourd'hui dans le monde de l'emploi. Heu, la vraie question à se poser en tant qu'entreprise, selon moi, c'est: «Quel est mon besoin? Quels sont les problèmes ou les enjeux que je cherche à résoudre aussi aujourd'hui?» Alors, il y a 2 angles possibles. Il y a lorsque je recrute ou lorsque je fidélise. Mais après, de façon, je reviens à quelque chose d'un peu scolaire, mais pour ça, pour moi, il faut s'appuyer sur des faits, sur des données, ne pas hésiter à mener une analyse, prendre du feedback en interne aussi ou auprès des candidats. Ils sont toujours, à même de partager leur expérience pour identifier à la fin, bah, quel est le besoin et définir le plan d'action le plus adapté et voir comment, bah, tu ajustes peut-être, tes pratiques. Alors évidemment, c'est hyper important de s'adapter aux attentes des collaborateurs ou de la Gen Z, là, en l'occurrence, puisqu'on en parle. Mais pour moi, il faut trouver le juste équilibre entre répondre aux attentes et répondre à ta stratégie globale d'entreprise. Et j'en reviens ici à la vision de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise qui doivent être un socle commun et quelque chose de très fort pour, les candidats qui rejoignent, l'entreprise ou les collaborateurs, actuellement en place. Alors on évoque un point intéressant avec, le côté, équilibre, de l'entreprise parce que justement on peut se demander, si le côté séduction de la Gen Z, se fait pas au détriment des autres générations. Donc on a parlé par exemple des politiques de flexibilité, mises en place donc principalement pour, séduire, cette, jeune génération. Mais, il y a aussi l'emploi, des seniors, notamment, je pense avec le report de départ à la retraite, pardon, qui reste un sujet, non négligeable. Caroline, est-ce que, qu'est-ce que vous constatez au quotidien avec vos clients? Est-ce que c'est aussi axé très Gen Z ou ça reste focalisé sur toutes les générations? On voit de tout au niveau pratique, mais il y a effectivement une focalisation assez forte sur les nouvelles générations. C'est vrai que les annonces d'offres d'emploi sont souvent rédigées ou revues pour séduire la jeune génération. Mais j'aimerais souligner l'importance de ne pas négliger les autres générations. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, parmi les entreprises top employeurs, on a seulement 40% qui se focalisent sur les seniors, alors qu'ils me mentionnent souvent qu'ils sont confrontés à des difficultés quand ils ont des recrutements. Donc, il est vital de faire attention aussi aux effets des mots dont on parlait tout à l'heure. Si on veut du personnel qualifié, il faut savoir ouvrir l'éventail des potentiels collaborateurs, donc des collaborateurs de toutes les générations. Ça fait partie aussi de sa stratégie en diversité, j'ai envie de dire. Tout à fait. Alors chaque génération arrive aussi, sur le marché du travail avec ses propres attentes, mais il y a quand même un certain nombre d'attentes qui restent communes entre, toutes ces générations. Je pense par exemple, au bien-être, à l'équilibre, à la reconnaissance. Est-ce qu'il faut vraiment opposer, ces générations ou est-ce qu'on peut plutôt parler d'une transformation globale du rapport au travail? Carolina, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que toute opposition, ça peut être un peu malheureux. On pourrait parler plutôt d'une fréquence des certains envies, besoins par rapport à telle ou telle génération. Mais par exemple, si on parle de télétravail, c'est une pratique qui convient beaucoup aussi aux personnes qui ont des enfants, donc qui sont pour la majorité pas de la génération Z, hein. Avant, on était par exemple plus centré sur la fidélité à l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, on est plus centré sur nos aspirations, sur nos développements.
Et il y a aussi, de nos jours, une logique de gratification qui est plutôt l'instantané, tout ce qui est rapide, comme mentionnait Wendy. J'ai envie de dire aussi, c'est un phénomène plus large au niveau de la société, avec l'émergence du bien-être comme sujet, alors qu'avant, on était plutôt axé sur la productivité, les présentéismes. Donc, les focus aujourd'hui, il est plus sur le niveau de résultat que les présentéismes. Euh, c'est vrai que on oppose souvent cette génération Z avec les autres générations déjà en place. C'est certainement pas nouveau que les nouvelles générations, de toute façon, elles remettent toujours en cause les modes du travail avec de nouveaux idéaux. C'est aussi une génération qui s'exprime plus, hein, comme disait Wendy, ils sont plus transparents par rapport à ce dont ils ont besoin. On pourrait voir sinon la Gen Z aussi comme les catalyseurs des évolutions du monde depuis 20 ans, au niveau de la technologie, comme on en parlait tout à l'heure aussi, Wendy, l'intelligence artificielle, l'environnement, la société. Et ils incarnent aujourd'hui, pour moi, tous ces changements avec lesquels ils ont grandi. Qui crée bien sûr un contraste avec les mondes d'avant, qui étaient assez différents. Et on pourrait dire, parler de la Gen Z, finalement, c'est parler de l'évolution du monde du travail. Tout à fait. Or, justement, on parle beaucoup de la Gen Z depuis, le début de ce podcast, mais, il y a aussi la génération X, les baby boomers, qui eux, peuvent avoir parfois du mal à trouver leur place dans ces transformations, dans ces évolutions du monde du travail. Quels conseils, vous donneriez pour que les entreprises puissent, mieux répondre aux attentes, justement des différentes, générations sans créer un déséquilibre? Wendy? Mais je rejoins assez ce que disait Carolina, hein, sur la notion d'éviter les oppositions. Pour moi, la clé, c'est de créer de la cohésion entre les générations, dans le monde du travail en tout cas. Et je crois que c'est important de trouver des objectifs communs à l'entreprise, des valeurs communes, ce qui permet finalement à la fin de se créer un cadre au sein de l'entreprise. Et là, pour le coup, réfléchir à ses objectifs, réfléchir à ses valeurs, c'est pas du tout lié à la taille de l'entreprise, la taille de ton business. Hein, c'est quelque chose. L'idée, c'est de le définir le plus tôt possible, communiquer dessus aussi pour rassembler tes équipes autour de ce socle commun qui les unit, qui crée un sentiment d'appartenance et qui crée de la cohésion. Et peu importe finalement ta génération. Et évidemment, tout ça, ce cadre, ce que j'appelle ce cadre, tu le fais évoluer au gré de la croissance de l'entreprise et au gré de voilà, ses actualités aussi. Et ça passe par, on en revient au terrain, hein, ça passe par du feedback des équipes, du feedback des managers, de la veille aussi sur les pratiques dans son industrie. C'est hyper important de rester connecté et à jour des pratiques. Puis après, pour moi, si je regarde les choses de façon un peu plus pragmatique, au quotidien, c'est le rôle du manager que d'aller incarner et de communiquer sur les politiques internes, sur le cadre, auprès de ses équipes. Et ça, peu importe sa génération, le niveau d'expérience, etc. D'accord. Donc, en effet, Wendy, vous nous avez donc parlé, des valeurs, de la veille, du rôle du manager. Carolina, est-ce que vous partagez, tout ça? Comment on fait pour mieux communiquer et pour mieux comprendre ses salariés? Je crois qu'il y a un principe assez pratique en ressources humaines, c'est de la logique d'évaluation continue et aussi de faire un suivi et de bien observer ce que nos collaborateurs attendent. Parce que même avec une même répartition de génération d'une entreprise à une autre, il va y avoir un contexte différent et les attentes vont être différentes. Donc ça, on est dans la logique d'évaluation continue pour avoir les meilleures réponses aux besoins des collaborateurs. Peu importe les générations, peu importe les groupes. Donc pour moi, les plus importants, ce serait d'interroger les plus grands nombres pour avoir des résultats qui soient représentatifs, créer des groupes de travail, par la suite faire quelque chose de ces résultats, soit en santé physique, mentale, financière. Pour les plus âgés, ça va être peut-être plutôt un accent sur la retraite. Pour les jeunes, comment se constituer un patrimoine. Il faut tenir compte des différentes fonctions des catégories, justement aussi pour pour créer ces groupes de travail, définir des sujets de préférence, avoir un panel divers. Et ce qui donne de très bons résultats aussi, c'est aussi de les faire participer directement à la création des initiatives qui vont répondre à leurs besoins. Voilà en règle générale. D'accord. Et comment fait-on pour créer une culture, d'entreprise positive qui unit toutes les générations? Bon, d'un côté, il y a des points, on a déjà mentionné, hein, il est essentiel que les pratiques elles favorisent la diversité et l'inclusion, mais aussi l'engagement.
la communication entre les différentes catégories de collaborateurs. Et pour construire cette unité, il y a un point qui est crucial, c'est de clarifier la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi est-ce que l'entreprise existe? Ça signifie qu'on va formaliser, c'est que l'entreprise souhaite avoir comme impact sur la société. Ça permet de mettre en avant quels sont les principes fondateurs, un peu l'ADN dont parlait Wendy tout à l'heure, qui font que les salariés ont le sentiment d'être utiles en participant à l'activité de l'entreprise. Une raison d'être qui sera partagée, ça va donner du sens au travail de chacun. Et ça va être essentiel aussi pour les faire adhérer, peu importe leur génération. Concrètement, comment on la met en pratique, cette raison d'être? Oui, je sais, dit comme ça paraît assez théorique, mais il y a différentes pratiques qui peuvent aider. Par exemple, on a, parmi nos top employeurs, on a beaucoup d'entreprises, 91%, qui incitent au partage des success stories. Donc, ça, les collaborateurs, ils vont illustrer cette raison d'être avec des expériences de la vie de leur travail, qui renforcent l'engagement et la cohésion. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre juste la raison d'être sur un poster ou sur une affiche, il va y avoir des messages, des témoignages concrets qui créent une histoire commune et qui fédèrent autour de ces cas concrets en question. Aussi, il y a des entreprises qui offrent aux collaborateurs l'opportunité de réfléchir sur l'essence du travail avec, par exemple, des ateliers ou ils utilisent aussi certains utilisent aussi des applications pour aider les collaborateurs à explorer leurs valeurs personnelles et comment ils sont en lien avec la raison d'être de l'entreprise. D'accord, donc on l'a bien compris, clarifier la raison d'être, pour donner, du sens au travail des salariés, c'est donc une première étape indispensable. Mais il me semble que vous avez aussi parlé, d'inclusion. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, les valeurs de l'entreprise qui sont un autre pilier très important pour créer une culture inclusive. Et effectivement, on a 83% des entreprises parmi nos clients qui intègrent ces valeurs dans les évaluations des performances, donc les valeurs de l'inclusion. Ils les traduisent ainsi en comportements qui sont concrets, idéalement, ils intègrent l'importance de l'inclusion de tous les collaborateurs, donc génération aussi. Les pratiques de diversité, équité et d'inclusion, elles sont fondamentales. Elles contribuent à la prise en compte des besoins générationnels. Elles contribuent aussi à l'identification des problèmes de discrimination, par exemple. On a 78% de nos clients, de nos top employeurs qui ont une stratégie de diversité, équité et inclusion qui est intégrée, qui est diversifiée. C'est une stratégie qui devrait être soutenue par une communication qui est efficace avec des leaders, dont Wendy aussi mentionnait le rôle du manager tout à l'heure. Donc, les leaders, ils doivent être formés pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion, pour agir aussi comme modèle. On peut aussi consulter des communautés en diversité. On devrait aussi fortement conseiller et évaluer régulièrement nos initiatives. Est-ce qu'elles permettent vraiment de répondre aux besoins de nos collaborateurs aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on fait après pour améliorer nos pratiques RH? Toutes ces pratiques, ce qu'elles permettent, c'est de créer une culture qui unit toutes les générations, qui assure un environnement de travail qui est respectueux et équitable. Alors, une fois qu'on a travaillé sur sa culture d'entreprise, comment on fait pour favoriser une meilleure collaboration intergénérationnelle? Wendy avait, déjà commencé et vous-même à évoquer le rôle, important du manager. Carolina, est-ce que vous avez d'autres conseils à nous donner? Oui, bien sûr, à l'échelle de l'équipe, le rôle du manager est très important et en plus de promouvoir la diversité, il ou elle devrait être un facilitateur, devrait veiller que chaque génération se sente incluse, valorisée. Cela peut inclure, par exemple, on parlait tout à l'heure de la technologie. On peut aussi penser à former un outil numérique les collaborateurs qui sentent qu'ils en ont besoin. En général, on va dire que ce sont les plus âgés, hein, mais il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans les a priori, afin que tous les collaborateurs ils puissent s'adapter aux nouvelles technologies utilisées et en encourageant aussi les plus jeunes à partager leurs connaissances, leurs compétences. Les managers, ils peuvent aussi promouvoir des pratiques d'apprentissage collaboratif, désolé, où chaque génération peut tirer parti des forces des autres, favorisant ainsi un environnement de travail qui est plus harmonieux, qui est plus productif. Et est-ce que vous avez des exemples de pratiques, pour appuyer ces dynamiques intergénérationnelles qui fonctionnent bien?
Oui, plus de façon plus générale, par exemple, la très grande majorité, des entreprises avec lesquelles je parle, elles conçoivent des espaces de travail qui sont soit physiques, soit virtuels, pour soutenir la collaboration entre tous les collaborateurs. Donc ça, ce qui fait que ça crée un environnement propice à l'échange à l'échange d'idées et à la co-création. Et aussi, il y en a beaucoup qui facilitent les networking inter-services. Pratiquement la totalité des entreprises avec lesquelles je parle, ça permet aux collaborateurs de se connecter au-delà des départements, de partager leur expérience, leurs compétences. Un autre sujet sur lequel on peut penser, les programmes de mentorat, des coaching. Ça, c'est également une méthode efficace pour encourager l'échange des connaissances intergénérationnelles. Outre que le mentoring traditionnel, il y a aussi l'utilisation du reverse mentoring, où les jeunes mentorent les plus âgés. Ça, c'est une excellente initiative pour favoriser l'échange entre générations et elle est bidirectionnelle. Ces programmes ils sont accessibles à tous les collaborateurs et offrent un cadre pour les partages d'expertise. Aussi, en complément, ce que j'ai pu voir, ce sont des communautés d'apprentissage en ligne aussi, pour favoriser cet apprentissage collaboratif. Et l'apprentissage entre pairs est aussi fortement utilisé comme pratique. Et ce sont toutes des pratiques qui contribuent, qui permettent à chaque génération de contribuer à l'échange de savoir-faire et aussi ça contribue à créer des liens professionnels qui sont plus solides. D'accord, merci, pour, cette réponse, bien détaillée. Wendy, il me semble donc, Carolina a parlé de mentoring, de reverse mentoring, d'apprentissage collaboratif. Il me semble que chez Welcome to the Jungle, vous mettez d'ailleurs en place, ce type de pratique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience des, justement des pratiques très positives au sein de votre entreprise? Oui, bien sûr. Bah, Carolina a évoqué la notion de communauté. Ça, c'est quelque chose qu'on a exploré il y a 2 ans maintenant. En 2023, on a lancé notre première communauté interne, notre communauté de managers, qui en fait rassemble l'ensemble de nos managers, peu importe leur niveau hiérarchique ou leur niveau d'expérience sur le sujet. Donc, on a forcément des jeunes managers, si vous voulez, qu'on a récemment promus, récemment recrutés, et des managers beaucoup plus expérimentés. Cette communauté de managers, elle regroupe plus de 60 managers aujourd'hui chez nous. Ce qui les lie, c'est la pratique du management. Et en fait, on fait vivre ce groupe de différentes manières. Et c'est là où je trouve que ça démontre pas mal de choses. La première chose, c'est que déjà, c'est un espace de discussion libre et safe entre managers où ils peuvent se poser des questions sur leur pratique, prévoir des temps d'échange entre eux, se donner des conseils. Là, je vous donne un exemple très concret. On sort des évaluations annuelles et donc il y a des questions qui ont été posées par certains managers pour obtenir des retours de pratique et du feedback sur leur méthode pour aborder le sujet de la rémunération en entretien annuel, par exemple. Cette communauté, nous, comment on va l'animer d'un point de vue RH, c'est que évidemment, on crée un agenda annuel, on déroule aussi certaines formations en fonction des besoins identifiés, et après on leur propose des sessions d'échange à thématique, des ateliers de co-développement. Quelque part, tu nourris l'intelligence collective et le partage de bonnes pratiques, peu importe ton niveau d'expérience et ta génération. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça nourrit du lien, que ça développe le savoir-faire de tous nos managers, peu importe leur niveau de responsabilité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a vocation à être de plus en plus autonome, hein, pour le coup, parce que l'objectif, c'est qu'ils puissent se nourrir entre eux. Et nous, on aimerait explorer le lancement d'une communauté de pratiques d'experts techniques, plutôt pour 2026. On voudrait dupliquer ce modèle, mais là, pour le coup, ce qui lierait de toutes ces personnes qui appartiendraient à cette communauté, ça serait une expertise technique propre à chacun, et ça serait cross-fonctionnel, si je puis dire. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien chez Welcome. Pour rebondir sur ce que tu disais, Pauline, tu parlais d'apprentissage. Nous, on a lancé aussi un centre de formation interne qu'on appelle la Jungle Academy. Euh, et dans cette Jungle Academy, on a des experts, on a nos collaborateurs en interne qui diffusent leur savoir. Et pour le coup, effectivement, hein, ça nourrit et ça apprend à nos collaborateurs à travailler ensemble et se nourrir les uns des autres pour quelque part s'améliorer, être plus efficace. Et ensuite, on fait pas mal on a aussi des initiatives plus informelles, comme
Learn and Lunch, qui sont des moments de partage de connaissances sur un sujet X ou Y, dont un collaborateur est spécialisé et qui va partager avec d'autres collaborateurs qui sont intéressés par le sujet. Et ça, c'est pareil, c'est une initiative qu'on vient de lancer et qu'on souhaite continuer, sur laquelle on souhaite continuer d'investir tout au long de l'année 2025. Des initiatives très inspirantes qui devraient, j'en suis sûre, donner beaucoup d'idées à nos auditeurs. Alors, notre podcast touche à sa fin. Merci à toutes les deux pour votre expertise et vos retours d'expérience qui, je pense, seront très enrichissants pour nous tous. Merci beaucoup. La Gen Z capte l'attention, mais elle représente la partie visible d'un changement plus profond dans notre rapport au travail. Le vrai défi, c'est de réussir à faire cohabiter toutes les générations, car même si elles peuvent avoir des aspirations ou des modes de fonctionnement différents, elles restent souvent complémentaires. Et pour ça, les entreprises, les RH et les managers ont un rôle clé à jouer pour créer des ponts entre les collaborateurs. Construire un environnement de travail inclusif, redonner du sens et favoriser le dialogue, voilà les leviers pour construire un environnement de travail où chaque génération trouve sa place et sa voix. Finalement, la diversité générationnelle en entreprise, c'est aussi une richesse à cultiver pour mieux innover, mieux collaborer et mieux avancer ensemble. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je suis Pauline Correa et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Sur un air de RH. À très bientôt.